Bonjour, je suis Cocteau, COCTO, j'ai créé l'agence MMC en 2002. On conseille, on accompagne, on médiatise les artistes. My Music by Cocteau, c'est nos coutures du moment, réservées uniquement à ceux qui aiment les découvertes musicales. Vous êtes au début du buzz, donc parlez-en autour de vous. Aujourd'hui, mon invité fait partie des artistes incontournables de la chanson française. On a tous été bercés, accompagnés à un moment de notre vie par une de ses chansons, voire des dizaines, pour ne pas dire une vingtaine, voire une trentaine pour ma part. Il a sorti un 16e ultime, sublime, magnifique album, L'Impermanence, en mars dernier. L'impermanence est l'un des principes fondateurs de la philosophie bouddhiste, une vie authentique permettant à l'existence d'être dans la vérité, principe qui pourrait aller comme un gant à Alain, un artiste authentique permettant à notre existence d'être dans la vérité. C'est Alain Chamfort dans My Music by Cocteau. Oh. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain. Bonjour Alain. Bonjour. Merci pour cette invitation. Moi, c'est moi qui suis invité. Oui, merci à toi. Mais c'est ça. On s'invite mutuellement. Merci en tout cas d'être avec nous. Un artiste authentique permettant à notre existence d'être dans la vérité. Est-ce que ça te parle? J'aimerais bien. Ça met le niveau? J'aimerais bien, oui, que ce soit ça, parce que moi, j'essaye de l'être le plus possible dans ce que je produis et le travail que je présente aux gens. Donc, j'espère que cette part-là est perçue. Oui, absolument. Ouais. Ton parcours est atypique. Le piano, ça a commencé quand tu étais tout petit? Oui. Alors, plus tendre enfance, 3 ans et demi, 4 ans. Et puis, voilà, on s'est jamais quitté, quoi. Parce que le piano, c'était plus facile dans la maison de faire du piano? Je suis pas sûr. Non, c'est pas l'instrument le plus simple à avoir dans une maison. Non, le piano, ouais. Parce que j'ai une marraine qui était professeure de piano, chez qui je passais des petits séjours déjà très très petit, j'étais enfant, donc elle était professeure de piano et j'assistais aux leçons quand elle donnait des leçons assez régulièrement parce qu'elle avait des élèves tous les jours, et donc je venais à côté et elle en a profité pour me donner des rudiments comme ça, et puis elle a noté que j'avais certainement une espèce d'intérêt et éventuellement de capacité particulière. Donc elle a dit à mes parents, ce serait dommage qu'il apprenne pas la musique, il a l'air d'avoir des facilités. Voilà. Puis j'ai eu la chance que mes parents l'aient écouté, et donc très très jeune, ils ont loué un piano et j'ai commencé mes premières leçons, je dois avoir 4 ans et demi. Enfin, c'est vrai que j'étais tout petit, quoi. Et au niveau classique, c'est quoi? C'est plutôt Debussy, Mozart, Ravel? C'était quoi plutôt? C'était tout ça, c'était les études de Czerny, de Hamon, les valses de Chopin, du Mozart, du Bach, de tout ce que l'enseignement académique du piano demande, quoi, aux élèves, oui. Et pour toi, le piano, c'était un refuge dans ton enfance? C'était un moment où j'avais l'impression d'être dans une protection par rapport, non pas à mes parents, parce que il y avait beaucoup d'amour à la maison, donc j'avais pas du tout de crainte par rapport à ça, mais par rapport à l'environnement général, je crois que ça me mettait dans une petite bulle comme ça, que ne serait-ce que par concentration, pour apprendre à avoir la dextérité des doigts, de retenir les partitions, d'apprendre le solfège, tout ça, j'étais obligé d'être dans l'instant et de vraiment concentrer sur ce que je faisais. Donc ça m'isolait du reste, quoi. Et à ce moment-là, tu te dis que ça peut devenir un métier ou pas du tout? Oh non, loin de là. C'est juste une passion, quoi. C'était du plaisir, ouais. C'était d'avoir une activité pour laquelle j'avais un certain talent, je dirais, enfin un don, quoi. J'avais une bonne oreille, dont je reproduisais assez facilement ce que j'entendais. Donc dès que quelque chose te semble facile à faire, c'est agréable. C'était plus simple de faire ça que d'apprendre certainement des cours de maths ou d'algèbre plus tard à l'école, quoi. C'était plus de fluidité, c'était plus facile pour toi, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Tu sais qu'au Québec, on dit pas un podcast, ils disent un balado. D'accord, voilà. Bonne nouvelle. Et donc je me dis que le balado, je trouve que c'est un beau nom qui au final ça porte bien l'interview du jour, où on va se balader au fil de la musique, au fil de l'eau, balado, au fil de ta vie. Donc j'ai préparé quelques petits extraits de musique, et à toi de me dire à quoi ça te fait penser, ou pas, mais dans l'absolu, on va commencer par ce titre-là qui, à mon avis, qui est toi maintenant, quoi. Surprise, écoute. Tu peux reconnaître, hein, tu peux faire... Alors, attends, j'attends un peu parce que pour l'instant... May God's blessing keep you always. May your wishes all come true. C'est pas Jump Bass, non? Oui, bien joué, c'est ça. Ouais. Et alors, quel rapport? Alors, j'essaie de trouver le rapport avec moi. Par rapport au titre?
May you build a ladder. Bon, c'est à l'époque où les refrains étaient beaucoup, les couplets étaient beaucoup plus longs que maintenant. Hein. Maintenant, il faut faire 2,40 et. Oui, mais là, on rentrait dans la chanson, on prenait plaisir à découvrir chaque instrument, à découvrir l'atmosphère, avant d'avoir un refrain qui cherche à marquer, évidemment, Le titre, dans c'est nos têtes définitivement. Forever Young. Et oui, alors ça, c'était moi, ça me rappelle plutôt le roman qu'a écrit comment ça s'appelle, une autre chanteuse qui est comment elle s'appelle, j'ai perdu le nom, enfin, malheureusement. Elle a écrit un livre qui s'appelle Forever Young. Mapplethorpe, elle était avec Mapplethorpe, tu sais, cette espèce d'icône du rock. Bon, on va demander à Marc, si Marc a une idée dans le micro, dans l'oreillette, Marc il va nous le dire, hein, immédiatement. Tu peux prendre la lead, hein. Marc est son manager, qu'on salue et qui est toujours là, sans filet sur... Que produit en France Alain Lahana, tu vois. Enfin bon. Bref, on le saura tout à l'heure. Patti Smith, voilà, Patti pardon, Smith, Patti merci, Smith, voilà. voilà, Merci Marc, hein, heureusement que tu es là, hein, tu te sauves. Et donc je me suis dit, Forever Young, c'est un peu toi, quoi. Oh, ben écoute... Parce que par rapport à toute la musique, je disais tout à l'heure, effectivement, quand on écoute l'ensemble de ta carrière et de l'ensemble des titres, tu as toujours été à un moment donné, dans un moment de notre vie, à tous et à toutes, quoi. Donc il y a ce côté éternel. Oh, c'est-à-dire que quand on est musicien, on a la possibilité d'avoir une oreille qui reste toujours un peu attentive à ce qui se passe. Et donc, ça participe au fait de pas rester insensible et de pouvoir continuer d'évoluer, justement, parce qu'on se nourrit de ce qu'on entend, sans forcément le chercher, d'ailleurs. C'est parce que c'est assez naturel. Et donc, ça m'a permis d'intégrer l'évolution de ce que j'entendais autour de moi dans mes propres chansons. Et donc de jamais être trop décalé par rapport aux années qui passaient, et voilà, et de pouvoir encore traverser et d'être là encore aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, finalement, c'est un peu presque un miracle, parce que c'est vrai qu'il y a peu de gens qui traversent le temps comme ça, et chacun le fait pour des raisons différentes. Et moi, je pense que c'est parce que, justement, cette oreille musicale m'a amené à tenir compte de ce que de pas rester figé à une époque particulière, mais de m'installer ou de surfer sur les évolutions technologiques et de production, et la façon d'intervenir sur l'enregistrement des chansons, quoi. Je veux dire, parce que tu es toujours resté en veille. Oui, mais c'est une manière... en veille, et puis t'es ouvert au monde, t'es ouvert à l'humain, enfin tu entends, tu écoutes, tu échanges avec les gens, c'est pas peut-être forcément le cas de tous les artistes. Oui, puis j'aime bien aussi effectivement rester en contact avec les générations qui m'ont suivi, quoi. C'est-à-dire que j'ai plein d'amis qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui me tiennent dans cette relation au temps d'aujourd'hui, enfin au temps d'hier, au temps d'aujourd'hui. Je traverse les années en étant toujours proche de la réalité à la fois sociale et à la réalité de l'évolution des mentalités, des humeurs et tout ça. Et donc ça me... voilà, peut-être que des gens, au bout d'un certain moment, abandonnent ça. Parce que ça les tranquillise de rester dans quelque chose... Dans leur bulle. Dans leur bulle, dans un passé. C'est une sécurité pour eux, quoi. Oui, qui est moins dérangeante que de se remettre en question et de continuer de devoir un petit peu accepter des choses qui n'étaient pas forcément innées pour nous, quoi, oui. Avant Alain Chamfort, le chanteur, il y avait forcément Alain Chamfort, le pianiste. Oui. Et notamment, on continue la découverte musicale, le balado de la musique d'Alain Chamfort. Qui est au piano? C'est moi, oui, c'est moi. Beaucoup ne savent pas que, effectivement, ce piano, c'est toi. Donc ça, c'est la première époque Alain Chamfort pianiste. Il y a eu des époques qui ont précédé celle-ci, puisque je jouais dans un groupe qui s'appelait Les Mods. Et qui était, ah oui. Oui, entre autres. Dans les Yvelines, voilà. À Houille, à Argenteuil, enfin partout. Et on se produisait comme ça dans les salles même parisiennes, hein, la Locomotive, le Golf-Dro, enfin... Et c'est comme ça que tu rencontres Jacques Dutronc. Et c'est comme ça qu'à la suite d'un contrat qui nous a été proposé, nous en tant que Mods, dans la même maison de disques que celle de Jacques Dutronc, qui était Disque Vogue à l'époque, on s'est retrouvés à enregistrer et à le rencontrer à cette occasion-là. Et puis après, il a eu besoin de musiciens, et comme ça a explosé très très vite, le succès pour lui,
c'était pas loin d'être le cas pour nous. Donc on était vraiment très disponibles. Et après, je l'ai accompagné pendant 2 ans et on a participé effectivement à l'enregistrement de pas mal de ses chansons. Oui. Et donc il y a des petites anecdotes, parce que je pense que, à mon avis, pour faire la fête, il était le premier. Ah ouais, on se marrait bien avec lui. Pour moi, ça a été vraiment des années. J'avais 17 ans, donc je sortais de chez mes parents. C'était quand même un univers très doux, très calme. Choc de culture. Et là, d'un seul coup, j'étais propulsé dans le monde c'était show business, mais enfin c'était au-delà de ça parce que c'était quand même le succès et ce que ça apporte aux gens dans l'accélération du temps. C'est-à-dire que même pour Jacques, mais comme il nous entraînait partout avec lui, on découvrait un petit peu tout ce que la vie pouvait proposer d'une manière accélérée. Avec des rencontres, avec des dîners improbables, et un Jacques Dutronc qui partait en sucette sur certains dîners, comme sur cette chanson-là. Ah oui, c'était la fête chez Renaud, ça. Ça arrive, c'était une espèce de sketch comme ça qui était complètement dingue, qui était juste un délire entre nous. Et un soir, il était invité avec Françoise dans un dîner parisien extrêmement sophistiqué, chic. Avec très très chic, avec des invités comme lui. Il y avait Brigitte Bardot à l'époque avec Monter Stax, il y avait Georges Pompidou qui était Premier ministre. Enfin, il y avait vraiment une sélection de gens un peu de haute société comme ça. Et à la fin, ils nous ont demandé si Jacques pouvait faire un petit set, enfin un petit bof comme ça. Ouais. Donc il a chanté 2-3 chansons, puis s'est mis à vouloir faire ce sketch-là. Plus personne ne comprenait rien. Et tout le monde était un peu affolé parce qu'il se foutait de... C'était un peu genre, ça s'appelait le gala chez Renaud, c'est des... Ouais. Où on faisait... C'était, le titre s'appelle La Compapade. La Compapade, ouais, c'est une improvisation totale. Et à un moment donné, il y a Brigitte Bardot qui est allée dire à Françoise Hardy, écoute, je t'en prie, dis-lui d'arrêter, ça devient insupportable. Et donc voilà, c'était vraiment avec Jacques, il n'y avait pas de limite, quoi. Moi j'ai découvert tellement de choses avec lui et tellement de rire surtout. T'as vraiment décalé. Et puis à un moment donné dans ton parcours de ta vie, t'as rencontré quelqu'un qui twistait à Saint-Tropez, quoi. Ah oui. Ou à twist. Dick Rivers, ça c'était les chats sauvages. Ouais, ça c'était les chats sauvages. Moi je les connais après, quand il faisait sa carrière solo. Louisiana Man. Ouais, je me souviens plus les titres des chansons, mais c'était... Et donc Dick Rivers, c'est à ce moment-là, c'est lui qui te dit... Alors Dick Rivers qui me dit, bon, écoute, voilà, j'ai un petit label, si tu veux, j'aimerais bien te proposer de te signer comme artiste. Oh, moi, c'était une expérience comme une autre. Je me suis dit, après tout, je suis musicien, pourquoi pas continuer à faire des choses. Je fais du piano, autant je peux chanter aussi, quoi. Je peux écrire quelques chansons, voir, en tout cas, tester l'histoire, quoi. Et donc, voilà, j'ai enregistré quelques 45 tours avec lui. Mais déjà, j'avais pris Jean-Claude Petit comme orchestrateur. J'avais déjà certaines idées, voilà, qui. C'était pas sous le nom d'Alain Chamfort. C'était sous le nom d'Alain Legovic, qui est mon patronyme. Et puis évidemment, ça n'a pas marché du tout. Un jour, je croise Étienne Rodagil dans les couloirs d'IMI, parce qu'à l'époque, c'était là que Dick Rivers avait son label. Et il me dit, écoute, je viens d'entendre ton dernier 45 tours, là, c'est quand même pas possible, tu peux pas chanter des choses aussi peu intéressantes que ça. Et donc, il m'a filé un texte. J'ai dû reconstituer une mélodie sur un playback déjà orchestré, organisé et enregistré. Et des chansons qui s'appelaient, je ne sais plus, elles sont devenues autres, elles ont été déclarées à la SACEM autrement, avec une autre mélodie et un autre texte. Et ça, à ce moment-là, ça s'est appelé Les Favelas et Loc Maria Kerr. Ouais, c'était un 45 tours, un simple, quoi, avec 2 titres, en collaboration avec Étienne Rodagil, qui était le parolier de Julien Clerc. D'accord. Et le déclic, c'est la rencontre avec Claude François ? Et le déclic est venu bien plus tard, aussi, quelques années plus tard. J'avais pris mon parti que j'étais pas fait pour faire de la chanson, pour être chanteur.
Donc j'avais éloigné cette idée-là de moi et je m'étais consacré à l'écriture de chansons en allant les présenter à des interprètes et en souhaitant faire des succès à travers de... Ouais, tu t'es dit, si ça marche pas cette partie de chanteur, c'est pas grave, moi je continue à composer, à faire du piano. Voilà, ça me convenait mieux, quoi. De pas être dans la lumière parce que la première expérience a été douloureuse pour moi, ça me plaisait pas, je me sentais pas à ma place, j'étais pas armé pour ça, j'avais pas la mentalité, voilà. Donc, et Claude me proposant la même chose quelques années plus tard, mais assistant un peu à sa propre vie. J'étais vraiment un témoin en première ligne, comme ça, de voir comment c'était le succès à une telle échelle, et ce que ça provoquait autour de lui, la maîtrise de ce qu'il faisait, l'impact que ça avait sur le public, etc. Et puis sa connaissance du métier, ses conseils, et tout. Je me suis dit, avec lui, ça peut être un peu différent, parce que ça a été le cas, parce que... déjà, il a trouvé ton nom. Il a changé le nom. Voilà. Il t'a dit, ça marche pas, quoi. Lugovic, ça... il m'a dit, ça fait breton, c'est breton, oui, donc c'est l'origine, donc il m'a dit, ça risque d'un peu de te cloisonner, ou de donner une impression de toi. Et là, il ouvre le Larousse et il tombe sur le pseudonyme de Chamfort, qui est un moraliste français. Voilà, Nicolas Chamfort. Donc, il me dit, est-ce que ça te va? Je dis, bah oui, après tout, pourquoi pas? De toute façon, moi, je pensais que ça allait pas marcher. Malgré tout, j'étais tenté de refaire l'expérience avec lui, mais sans aucune conviction. Et je voulais pas mettre ma photo sur la pochette. On a mis une illustration, etc. Je change de nom. Enfin voilà, je m'étais dit, si ça marche pas comme ça, on se souviendra pas de moi. Et tout va... En toute discrétion, ça se verra pas. Et donc, ça commence avec L'amour en France sur l'album? Non, ça commence avec Dans les ruisseaux. Dans les ruisseaux. C'est mon premier 45 tours. Extrait de l'album L'amour en France. Oui, parce qu'on a retrouvé cette chanson après sur l'album, évidemment. Oui, tout à fait. Ouais, c'est extrait. Hein. Oui. Bien évidemment, vous pouvez écouter sur les plateformes de stream. Hein. Ensuite, il y a eu l'album Mariage à l'essai. Oui, plus tard. Un petit peu plus tard. Dans une autre maison de disques. C'était chez CBS. Je suis resté chez eux à peu près presque 25 ans, quoi. Donc j'ai fait quelques albums chez eux, avec des gens très, très, très agréables. Enfin voilà, j'avais des moyens qui me permettaient d'enregistrer dans de bonnes conditions les chansons que j'avais envie de faire. Aucune contrainte, pas de directeur artistique pour me conseiller plus ou moins de choses et tout. J'avais une liberté totale. Et des budgets qui étaient assez conséquents parce que j'ai pu aller aux États-Unis, en Angleterre, enfin assez régulièrement pour enregistrer certains albums. Voilà, et c'était des années assez agréables parce qu'avec une reconnaissance un petit peu différente par rapport à ce que j'avais laissé comme souvenir avec ces premiers enregistrements, qui étaient vraiment des chansonnettes, des petites bluettes comme ça. Pour un oui, parce que Claude François, il voulait te formater, quoi, en gros. Bah, c'est-à-dire que oui, c'était le beau gosse, le petit chanteur à minette, et on y va, quoi. On est derrière du marketing, quoi. C'est un peu ça ce qu'il voulait. Oui, c'était ça. Et moi, je suis rentré dans le jeu, d'ailleurs. Ouais. Et comme ça, le succès est quand même pas désagréable, de toute manière, ça te pose un peu dans une espèce de rapport aux autres un peu différent, que les gens me reconnaissaient, que médiatiquement, c'est pareil, je commençais à avoir une petite place, une reconnaissance. J'arrivais en radio, on m'accueillait, on me faisait faire des émissions, j'étais en télévision. Plein de nouveaux amis. Et, enfin, en tout cas, des relations assez souriantes, des gens affables, gentils, qui me recevaient. Et puis, et en même temps, cette espèce de décalage que je ressentais entre les chansons que je chantais et le public qui venait, et puis mon attente, moi, d'artiste, quoi, que je me sentais pas véritablement à la place qui me convenait, quoi. J'étais satisfait d'avoir du succès, mais un petit peu déçu parce que ce succès ne correspondait pas vraiment à ce que j'étais, quoi. Voilà, donc il fallait trouver le temps de me repositionner autrement, quoi. Si je te fais écouter ce morceau. Attends, on revient là pour l'instant. C'est un peu blind test. Ça, c'est Véronique Sanson, ça, non? Ouais. Bernard Song. Ouais. Et sur Bernard Song, t'es où? C'est aux États-Unis.
Je n'ai plus le nom du studio en tête. Pourtant, À Los Angeles, ouais. Oui, Ouais. quand j'y suis retourné après, moi, faire mes propres enregistrements. C'est Véronique, à la suite d'une invitation qu'elle m'a proposé de venir la rejoindre pour faire les chœurs sur cet album. Donc c'est elle qui s'appelle t'appelle et qui Hollywood. te dit j'ai besoin que tu viennes avec Oui, moi. j'aimerais bien. On avait fait quelques chœurs ensemble déjà pour un orchestrateur qui s'appelait Michel Colombier à l'époque à Paris. Et nos voix s'accordaient bien, etc. Donc, elle m'a demandé de venir la retrouver là-bas. C'était vraiment sympa. On a fait tout l'album ensemble. Et j'ai surtout découvert les studios américains, l'exigence des musiciens, des techniciens, Un niveau différent qu'en France. Oui, il y avait un côté en France sympathique. Malgré tout, mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour, de retrouver systématiquement à chaque enregistrement les musiciens de Jean-Claude Petit, toujours les mêmes. Voilà, où ils faisaient ça un peu sans cœur, quoi. Ils faisaient ça de manière un peu par réflexe. Enfin, il manquait cette espèce de petite flamme comme ça. Parce qu'il y a un ennui à force d'être requin de studio, de faire des projets qui les concernaient pas vraiment. Et donc, arrivé là-bas aux États-Unis, j'étais inconnu, mais en même temps, j'étais mis en relation avec des musiciens qui avaient besoin aussi, eux, de faire leurs preuves, et donc qui donnaient le meilleur d'eux-mêmes, et qui étaient vachement démonstratifs, et qui avaient envie vraiment d'être repérés aussi. Donc voilà. Alors ce qui est fou, c'est qu'effectivement, là, tu n'es plus artiste, tu fais juste les chœurs et toi, tu y vas sans problème. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui auraient dit, non, mais t'es gentil, moi je suis artiste, si je viens, je chante avec toi, je chante pas derrière. Toi, non, mais là, j'allais pas pour faire un duo avec elle. Hein, Oui, mais il y en a qui auraient pu dire, mais non. Mais il y en a peut-être, oui, je sais pas. Ouais, mais toi, non. Tu te dis, c'est une expérience supplémentaire. Oui, c'est totalement. Cool, on va se marrer, on y va, quoi. Oui, et puis... je m'enrichis, quoi. Ça a été le cas. Et puis, oui, c'était une amie, donc c'était sympa de je sais pas, j'ai passé 15 jours, 3 semaines avec elle. Et puis... et surtout avec l'idée, en rentrant sur Paris, de convaincre le responsable de Maison 10 de me laisser partir à mon tour dans les mêmes studios. Sur l'ensemble de ta carrière, de tous les titres, à chaque fois, tu composes ou tu co-composes. Oui. Aujourd'hui, il y a 0 titre où t'es pas dedans. Alors, j'ai fait 2 adaptations dans ma vie ici. J'ai fait Could It Be Magic, qui est devenu le temps qui court. Le temps qui court, ouais. Et également une chanson Déchaîne-moi, qui était une adaptation de Barry White. Dont j'ai perdu le titre d'ailleurs, j'ai pas le titre en tête, mais voilà, c'était les 2 seules adaptations que j'ai faites, sinon c'était des chansons que j'ai toujours composées ou co-composées, 1974, je te fais écouter 2 titres et j'espère que ça va te donner l'angle là où je veux t'emmener. je vais accélérer. Jour se lève, c'est tes mains qui se posent sur moi. Stone Chardin. Alors là, effectivement, oui, je vois peut-être certainement que c'est qui là maintenant? J'ai un peu de mal à entendre ce que c'est ça. Ça va, ah oui, c'est Jérôme. C'est Jérôme. Alors ça a donné lieu à mon premier Olympia. C'est ça, hein. Tu vas en venir. Voilà, bien joué, bravo. Stone et Chardin, effectivement, il y avait la première partie, c'est Jérôme, mais qui peut pas. Et c'est Jérôme déclare forfait, je ne sais pas pour quelle raison, et donc Claude François est alerté par je ne sais qui qu'il y a une place à prendre, et il me propose de venir remplacer c'est Jérôme comme vedette américaine. Il y avait à l'époque en vedette anglaise, parce que le spectacle était conçu comme ça, il y avait une vedette anglaise, une vedette américaine, une entracte et les vedettes pour lesquelles le public se déplaçait principalement. En vedette anglaise, c'était Michel Jonas. C'est Jérôme, donc, devait passer en américaine et c'est moi qui l'ai remplacé. Et Stone Chardin faisait clôturer le spectacle. Voilà. Donc voilà, c'était la première fois. Alors j'avais déjà fait quelques dates quand même en province, etc. J'avais quand même l'habitude de tourner. Mais l'Olympia. Et l'Olympia, alors on essayait de faire des petits... des petites présentations pour chaque chanson, une petite mise en scène, etc. Ça a été totalement foireux parce qu'il y a eu plein d'ennuis. Des problèmes techniques. Des problèmes techniques à en plus finir, des larcènes, des micros qui sortent pas, des éclairages qui s'allument pas. Enfin, c'était juste une catastrophe. Moi, ça me déstabilisait évidemment parce que j'étais très peu sûr de moi. Et après, l'entracte défile dans toutes les vedettes qui étaient... Parce que c'était une soirée de première. À l'époque, ça se faisait. Donc, on invitait des gens connus, etc., au premier rang. Et là, les gens défilent dans ma loge. Formidable, quel talent, etc. Alors, je savais que c'était vraiment pas du tout le cas.
Et le lendemain, France Inter, j'entends Pierre Bouteiller se faire une critique assassine sur moi en disant on aurait dit un Donald Duck. Enfin, c'était juste l'horreur, quoi. Bon, et après, il m'a resté quand même quelques jours, parce que ça a duré une semaine ou 10 jours. Donc après, j'ai pu me rattraper sur les dates qui sont venues, qui ont suivi. Mais enfin, la première, ça a été vraiment... Je crois que je l'oublierai jamais, quoi. 76, rencontre avec Serge Gainsbourg via une connexion par Véronique Sanson ou par un producteur. Comment ça se fait? Alors, il y a des discussions avec Bernard Saint-Paul qui produisait, qui était ami avec moi, les albums de Véronique. Et puis Jane Birkin qui dit que ce serait pas mal que tu écrives pour ce beau gosse. Et Jane qui contribue aussi certainement à ce que Serge se penche sur mon cas. Et donc, on organise un rendez-vous. Je vais écouter les enregistrements des Américains, là, les frères Porcaro, etc. Donc, Serge est emballé. Et il accepte. Voilà. Donc après, ça donne lieu à des séances de travail normales, rue de Verneuil, comme ça, avec ce que ça comporte de complicité, de rire, de verres de cocktail et avec sa mallette, avec les gitanes et la cartouche de gitane en permanence dans la mallette. Voilà. Enchaînant. Pardon. Et donc ça a été rock'n'rose. Et ça. Je t'en prie, ça c'est la clim. C'est le direct du podcast avec la clim. Oui, c'est la clim, ouais. Ça a donné lieu à effectivement un premier album rock'n'rose, des chansons vraiment originales, je veux dire complètement écrites sur les musiques, et donc un vrai travail de sa part. Une performance même, je trouve, parce que c'était pas des mélodies très simples, et je trouve qu'il a été vraiment super inspiré, et il était très impliqué, et il avait vraiment envie de bien faire et de réussir cet album avec moi. Quand l'album est sorti, on faisait le tour de toutes les discothèques pour essayer de la faire passer par le titre DJ. Par les DJ, voilà. DJ jockey, ouais. Enfin voilà, c'était une vraie complicité, mais beaucoup d'espoir qu'on partageait ensemble. Et puis malheureusement, l'album n'a pas donné vraiment ce qu'on espérait. Et après, il était un peu refroidi, quoi. Il n'avait pas très envie de poursuivre une collaboration en se disant, bon, de toute façon, après c'est perdu, la maison de disques ne travaille pas, etc. Quoi bon. Donc c'était un peu plus compliqué de le motiver pour l'album suivant. Mais tu as réussi. Mais j'ai réussi parce que les chansons l'ont convaincu aussi, les musiques que je lui présentais, et il a accepté de faire 3-4 titres sur l'album Pause. Et à l'intérieur de ces titres, dans ces titres, il y avait Manureva, donc évidemment ça l'a un peu rassuré. Ça l'a motivé sur le potentiel de ta capacité à faire des bonnes chansons, de bien les interpréter, et de bien être accueilli en médias, parce que ça a été le raz-de-marée, quoi. Là, oui, c'était quelque chose d'un peu envisagé, mais un peu inespéré aussi, quoi. C'est-à-dire, on espère tous de faire des succès quand on propose des albums, mais quand ça devient comme ça un énorme truc qu'on maîtrise plus, qui plaît un peu à tout le monde, aux enfants, aux grandes personnes, à toutes les catégories sociales. Enfin, c'est étrange, quoi. Ça n'a pas changé, malgré aujourd'hui la technologie, les TikTok, le digital, etc. Une bonne chanson reste une bonne chanson, et si les gens embarquent, c'est eux qui ont le final cut. Oui, c'est ça. Alors je sais pas quelle a été l'intervention de la maison de disques. C'est une part certainement non négligeable qui m'échappe un peu. Mais ils ont senti qu'il y avait certainement un intérêt qui s'est exprimé assez rapidement, et donc ils l'ont accompagné, ils l'ont suivi, et ils ont été attentifs, et c'est vrai qu'ils ont contribué aussi certainement à ce que cette chanson fasse vraiment le succès qu'elle est devenue, quoi. Ce qui fait que après l'album Pause, il y a Amour année zéro, donc toujours avec alors là, entièrement avec Serge, de nouveau. Voilà. Avec les malaises en Malaisie, les bambous, les chasseurs d'ivoire. Et donc, c'est là que tu t'aperçois au final que Gainsbourg, il se sert de toi pour passer des messages, globalement, parce que Bambou... c'est-à-dire que Bambou était là, alors là je vois, elle a sorti, elle a publié des biographies dans laquelle elle raconte notamment, enfin j'en ai vu quelques titres passer, comme quoi c'était
un peu tendu lors de son séjour à Los Angeles, que moi je refusais sa présence en studio, qu'elle s'est mal entendue avec Lio. Enfin, c'était sa version, je sais pas, je me souvenais pas de tout ça. Je pense effectivement peut-être que j'avais pas très envie qu'en studio les gens viennent prendre le thé et passer à nous distraire, quoi. Donc on est là pour bosser, quoi. On est là pour travailler, donc voilà. Mais je me souviens pas que la relation ait été si tendue que ça avec elle. En tout cas, c'est vrai que c'est la période où Serge avait été quitté par Jane, qu'il était extrêmement malheureux, qu'il se confiait à tout le monde, qu'il avait besoin d'épaules pour s'épancher, et bon, ça a créé une complicité et surtout une espèce de... J'avais l'impression d'être devenu son meilleur ami. Alors c'est vrai que à ce moment-là, je me disais incroyable quand même. Tout ce qu'il me raconte sur son intimité, sur tout ça. Et puis, les années passant, après, j'ai compris que c'était un peu ça, voilà, qu'il avait besoin de parler et qu'il parlait à beaucoup de gens. Et j'étais pas le seul à qui il confiait tous ses secrets. Et c'est vrai que quand il était énervé, il t'appelait Chant Faible ? Ben ça, c'était ses jeux de mots. Voilà, il m'a appelé son Chant Faible. Il disait Catherine Deneuve et d'occasion. Catherine Deneuve et d'occasion. Vanessa, c'est l'enfer. Chant Faible. Voilà, il avait toujours besoin de trouver des astuces comme ça. Mais alors, en même temps, oui, quand on est revenu de Los Angeles, j'étais un peu énervé contre lui parce que, bon, il avait tendance un peu... Il avait commencé à mettre en place son Gainsbar. Et alors... il aimait faire rire les gens. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est voilà, ça, côté sombre. Et il racontait, dans des radios, j'entendais dire oui, chant faible, justement. Il passait son temps à faire des brushings, enfin des trucs un peu ridicules comme ça. Tu faisais des brushings ou pas ? Non. Je devais en faire certainement, mais enfin de là, je passais pas mon temps à faire ça, quoi. Je passais mon temps à faire de la musique surtout. Et donc, voilà, il avait l'anecdote facile pour essayer de faire rire un peu sur le dos des autres. Il avait la punchline, comme on dit maintenant. Voilà. Et puis, là, on lui tendait souvent le micro, donc ça lui permettait vraiment d'avoir voilà, que sa parole soit entendue. Et moi, c'était pas mon cas, donc j'avais pas possibilité de répondre à tout ça, et ça me mettait un petit peu... Ouais, j'étais un peu fâché, quoi. Dans les parcours de vie et parcours musicaux, il y a ça, forcément. Ah bah oui, c'était la production des Brunes. Donc là, tu es producteur. Là, oui, c'est ça. J'avais produit un album entier pour elle qui s'appelait Amour toujours. C'est un album un peu risqué parce que très différent dans la tonalité. Elle voulait un petit peu prendre ses distances par rapport à sa représentation de Lolita, de petite fille expiègle comme ça, un peu Banana Split et toute cette période-là, quoi. Voilà, elle voulait un peu de maturité, etc. Et puis l'album, on a fait un album un peu dans ce sens-là. Évidemment, le personnage n'étant plus aussi attirant, ça a laissé un peu les gens un petit peu indifférents, je dirais. Et donc après, on est revenu à une tonalité qui lui correspondait bien, comme ça. Et les Brunes ont été un cadeau d'adieu, quoi. Voilà. Tendre fièvre, ce fut l'album d'après, avec La fièvre dans le sang. Oui. Un des albums incroyables. C'est l'album aussi de la vraie rencontre avec Jacques Duval et Marc Moulin, voilà, qui étaient vraiment des compagnons très très fidèles et très amicaux, très talentueux surtout, en plus, je dirais, et voilà, qui m'ont accompagné, deux Belges, qui m'ont accompagné pendant une vingtaine d'années après, et qui étaient un ancrage comme ça, avec surtout un talent et une intelligence et déjà enfin voilà, je me sentais vraiment dans une équipe et soutenue et voilà, partager les espoirs, les déceptions et être être dans une petite équipe, quoi, d'amis très proches
Et à chaque fois sur chaque album, donc tu as porté les compositions ou les co-compositions, et à chaque fois c'est eux qui proposaient des textes, ou tu leur disais là je voudrais que plutôt on parle de ça. Oui, ça m'était arrivé, mais Jacques n'en tenait rarement compte parce qu'il avait il attendait d'avoir ses propres inspirations, qu'il a du mal à expliquer. D'ailleurs, c'est comme moi quand on me demande d'où ça vient et comment on fait, etc. Il n'y a pas de règles. On cherche quand on essaye de faire venir cette inspiration, on se met en condition à la fois en essayant de se concentrer, de s'isoler un peu, mais il n'y a pas de miracle, quoi. Il n'y a pas de recette particulière, et donc quand je donne mes musiques à Jacques, il attend aussi, il les écoute en boucle comme ça, et puis un jour, hop, il y a une idée qui lui tombe, qui lui traverse la tête, et puis c'est pas non plus comment ça vient, et voilà, c'est un phénomène qui restera toujours mystérieux, et généralement son inspiration est tellement plus tellement plus improbable que la mienne, tellement plus brillante, enfin que et puis vous connaissez bien ce qui fait qu'à un moment donné, ce qu'il te propose dans l'absolu, tu as adhéré. Oui, puis surtout on avait envie de construire, enfin un petit peu une sorte de personnage, un peu de définir un peu les contours d'un chanteur un petit peu différent de ceux qui existaient, quoi. C'était un petit peu aussi de se singulariser par rapport aux gens qui étaient déjà en place. Et cette équipe-là, elle t'a pas quitté au final? Non, ils m'ont jamais quitté. Il y a eu effectivement Trouble après. Oui, on a fait Trouble, l'album 9, avec L'ennemi dans la glace, Clara veut la lune. Il y a eu Personne n'est parfait, Contre l'amour, Le Grand Retour. Il y a eu effectivement aussi l'époque Une vie Saint-Laurent. Alors, Une vie Saint-Laurent, là, c'était la rencontre avec Pierre-Dominique Burgot. Voilà, donc là où tu t'es dit, j'ai envie de faire c'est pas un biopic, mais presque. C'est un peu une comédie musicale. Oui, ça aurait pu. À un moment donné, on avait éventuellement envisagé de poursuivre ça sur scène et d'en faire une petite comédie musicale. Enfin, une revue plutôt qu'une comédie musicale. Bon. Et il n'est jamais trop tard. Je faire une croisière au Saint-Laurent. Oui, on voulait imaginer des étapes comme ça de sa vie et les mettre en scène dans une espèce par tableau. C'était plus des tableaux qu'une vraie comédie musicale. Ça s'est jamais fait, voilà. Et puis, mais en revanche, c'était une période où j'avais plus de contrat et j'avais pas de projet personnel. Et quand Pierre-Dominique m'a proposé d'écrire cette biopic sur Saint-Laurent, finalement, c'était une manière différente d'écrire et d'avoir un nouveau projet, quoi. Donc, je suis rentré dans cette collaboration avec lui. On a écrit cet album avec l'acceptation et l'aval de Pierre Berger, que c'était absolument indispensable, parce qu'on n'avait pas envie de l'avoir contre nous. Il nous a été d'une grande aide, il nous a ouvert les ateliers, on a visité toutes les bureaux, toute l'iconographie, tout ce qui concernait Yves Saint-Laurent. On a été aidé par Pierre Berger. Et puis après on a fait une scène avec ces chansons-là. C'est produit au Châtelet, à Paris. On a fait quelques dates en province. Voilà, et avec l'envie, évidemment, de le poursuivre sur quelque chose de plus ambitieux, mais qui n'a jamais pu voir le jour, quoi. C'est quoi ta recette pour cette longévité musicale ? T'as pas de recette, c'est au fil de l'eau, au fil des rencontres. Oui, voilà, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir... Chaque fois, chaque album, il y a eu des rencontres, il y a eu des moments de vie. Il y a eu Gainsbourg, il y a eu Claude François, il y a eu Lio. À chaque fois, c'est effectivement des gens... Oui, c'est ça, c'est la vie, en fait. Des gens qui rentrent dans ta vie, qui t'accompagnent, qui donnent l'énergie nécessaire, qui te donnent la motivation, à chacun leur manière, quoi. C'est-à-dire, ce soit dans la vie privée, soit dans la vie uniquement professionnelle, mais des collaborateurs, d'un seul coup, qui rapportent leur énergie, qui vient de nouveau te donner l'envie de poursuivre et de les surprendre et de te surprendre toi-même. Enfin, tout ça, c'est une question un peu effectivement d'énergie, quoi, d'avoir envie, l'envie d'avoir envie, quoi. Ça me rappelle quelque chose, ça. On est là parce qu'il y a un 16e et ultime album qui s'appelle La Permanence. Ouais. Pourquoi c'est le dernier ? De cette façon-là, en tout cas.
Oui, alors parce que je sais pas, j'ai pas l'impression d'être le seul à me rendre compte que les disques se vendent de moins en moins, Oui. que tout le monde pleure, les maisons de disques en premier, Ça stream. et voilà, au profit On du consomme stream. différemment. Voilà. Voilà. Donc le support d'album me semble un peu décalé, plus de moins en moins indispensable. Donc j'ai pris l'initiative comme ça, tout seul, en me disant Ça sera le dernier. c'est peut-être le premier qui fait ça. On verra si ça donne des idées aux autres. Mais ça me C'est permet- comme ceux qui disent j'arrête et puis en fait ils arrêtent jamais. Oui, mais Oui. non, mais arrêter sur un support, c'est pas compliqué. Oui, C'est-à-dire complètement. arrêter le format album, ça m'empêche pas de sortir d'autres choses plus Bien tard sûr. et différemment, mais c'est le format que j'ai décidé d'arrêter. Et donc ça permettait aussi de tenir compte, comme c'était un dernier album, que les thématiques qui soient exprimées dessus soient liées un peu comme ça à la finalité de quelque chose. Enfin donc il y avait une cohérence globale qui me plaisait bien. Et qui était justifié, quoi. Voilà. L'impermanence, ça parle de quoi? Si on fait comme les startups, s'il y avait un pitch à faire sur l'impermanence, ça serait quoi? De donner envie aux gens d'écouter? L'album. Ouais, Ah oui, l'album. non, Ouais. mais c'est un album que je trouve assez riche, assez profond, en même temps facile à écouter. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui avait envie de cloisonner, et d'être dans une chapelle et de faire des disques Compliqués. difficiles à digérer. Moi, je pense que c'est des disques qui sont des chansons qui sont assez immédiates. J'aime bien les mélodies, j'aime bien les choses qui rentrent dans l'oreille, qui donne envie d'écouter les textes. Et je pense que les textes aussi, il y a une certaine exigence dans l'écriture, dans le propos. Voilà, c'est des disques dont je suis fier, qui correspondent à ce que j'ai envie de proposer, mais ce que j'ai envie d'entendre si jamais ça venait de quelqu'un d'extérieur à moi. Voilà, c'est des disques de quelqu'un qui a une certaine maturité et qui a envie d'entendre des choses de qualité. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, donc, tu es sur scène. C'est l'Impermanence Tour en ce moment partout en France. Vous retrouvez bien évidemment toutes les dates sur ton Instagram et ton Facebook, Ouais. sans faire officiel. Tu interprètes une grosse partie de cet album avec tes équipes. Une Donc bonne vous êtes 4 sur scène. On est 5 avec 5 moi. avec toi, oui. Oui. Quelquefois, je suis au clavier, et quelquefois au devant. Mais j'ai 4 musiciens qui chantent aussi, basse, batterie, guitare et clavier. Et tout ça a été orchestré par Adrien Soleiman, qui est un musicien hors pair et qui a très bon goût. Et donc, voilà, on a essayé de moderniser un peu l'ensemble, mais tout en conservant malgré tout l'ADN de chaque chanson, quoi. Voilà. Et puis il y a des reprises aussi, forcément, des grands classiques. Ça change, Oui. Ça change à chaque fois ou tu pars vraiment avec ta setlist qui ne bouge pas à chaque fois, ou tu te dis, ah bah tiens, Non, là ce soir on va faire plutôt Manureva, demain soir on va faire plutôt... Non, je pense qu'on est obligé de conserver quelque chose de régulier pour pouvoir la maîtriser de mieux en mieux, et que ça devienne pas une d'automatisme, et que les choses soient bien huilées, et que pour satisfaire les gens qui sont dans la salle, quoi. Il y a un titre sur cet album qui est avec Sébastien Tellier, Whisky Glass. Oui, voilà, c'était une collaboration un peu qui est tombée comme ça, alors qu'on avait quasiment fini Il y a un l'album. côté Gainsbourg chez Tellier quand même. Non, t'as pas trouvé de similitude? Pas vraiment? Je sais pas. Pas trop quand même. Non. Non, il y a quand même pas trop. Non, c'est-à-dire que c'est un jouisseur, c'est un type un petit peu rigolo, tout ça. Gainsbourg n'était pas jouisseur? Mais il y avait quand même une poésie et une exigence chez Gainsbourg que je ressens pas exactement chez Tellier, qui est plus en surface, comme ça, qui est plus détendu, enfin qui aborde les choses de manière beaucoup plus décontractée. Non, je me suis bien amusé avec Sébastien sur ces 4 chansons qu'on a faites ensemble, et qui ont une énergie aussi, parce que ça a été comme ça sur le rapide, quoi. On s'est pas posé 1000 questions, on a partagé quelques jours de studio, ça avançait vite, on était dans l'envie de faire cette collaboration, de bien d'amener jusqu'au bout, et que ça prenne pas trop de temps. Et ça s'est passé exactement comme ça, et c'était très, très agréable, quoi. Voilà. Donc il faut absolument te voir en concert, il faut absolument écouter La Permanence.
Oui, c'est obligatoire. C'est- Voilà, c'est une obligation. Voilà, sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple, Qobuz. On va avoir la chance, à la fin de ce balado, de ce podcast, d'avoir 2 titres live de toi, extraits donc de cet album L'Impermanence. Il y aura La Grâce et L'Impermanence. Alors, je sais pas si c'est une chance parce que je suis pas dans les meilleures conditions. Hein. Je suis On un enregistre le petit peu enrhumé, podcast, etc. voilà, mais mais ça le fait quand même. Voilà. Oui, ça ira. Ce sont les conditions du direct. Mais Oui, non, mais surtout. à la clim plus le temps où il fait froid aujourd'hui, Voilà, c'est j'ai pas un évident. début de quelque chose. J'espère que ça va se calmer d'ailleurs. C'est en tout cas mille merci. Si tu avais un conseil à donner à la nouvelle génération d'artistes qui démarrent, qui sont effectivement dans un mood un peu do it yourself où ils produisent eux-mêmes, ils sortent sur les réseaux sociaux. Enfin, est-ce que tu as aujourd'hui, comment tu vois entre ce que tu as connu et aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment un écart réel ou pas, hormis qu'il y a beaucoup... C'est difficile. Je pense que c'est toujours facile de donner des conseils. Moi, je pense qu'effectivement, essayer de se rapprocher le plus possible de ce qu'ils sont. Pas perdre de temps à essayer de copier à gauche et à droite, essayer de trouver leur différence et de l'imposer, parce que c'est chaque artiste comme ça qu'on a envie de retenir, c'est un artiste qui va pas ressembler aux autres. Les artistes qui sont des copies de ce qui existe avant, ils n'ont pas de raison d'être là, quoi, finalement. Donc, je crois qu'il faut faire mieux. Faut trouver vraiment ce qu'on est, quoi. Faut chercher. Ça prend un peu de temps, mais il faut être vraiment en accord avec ce qu'on est. Quand on écoute toutes tes musiques, on sait que c'est toi, quoi. Il y a une patte, il y a un son, oui, à un moment donné, il y a une mélodie, quoi. Oui, mais parce que je me suis un petit peu écarté de mes influences. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'ont plu, qui m'ont formé, qui m'ont construit. Et tu t'es dit, je ne vais pas faire la même chose. Mais je vais prendre, mais à ma sauce, quoi. Voilà, je pense qu'il faut essayer le plus possible d'apparaître à travers soi-même, à travers sa propre sensibilité, et pas trop essayer de jouer à la personne qu'on aime. Enfin, la plupart du temps, on a envie de se référencer à un artiste qu'on apprécie particulièrement, mais il faut faire attention parce que c'est ça qui est le plus dangereux, quoi. Parce que ça nous éloigne de ce qu'on est nous. C'est clair. Et de toute façon, après, tout le monde est d'accord sur un moment donné où il faut que l'artiste puisse se produire en live. Et en live, c'est là où il faut faire la différence aussi, quoi. Oui, c'est bien un sûr. autre métier. Parce qu'entre le studio, do it yourself avec le vocodeur et l'autotune, et le live où on est devant des gens, c'est une autre école aussi. Oui, mais c'est aussi l'école de la vérité. Je pense que ne pas vouloir apparaître pour ce qu'on n'est pas, être au contraire... mais chacun a sa personnalité. Il y a des gens qui sont très charismatiques, d'autres qui sont plus introvertis, etc. Mais je pense qu'il faut laisser aller ce qu'on est et être le plus naturel possible. Voilà, c'est ça que je crois que les gens reçoivent. Alain, encore 1000 fois merci de t'être prêté à ce jeu du podcast du balado. Je vais te laisser t'installer derrière le piano pour nous faire 2 titres, L'Impermanence et La Grâce, que tu as enregistré tout à l'heure. À toi de jouer. Merci. Merci à toi. Ne serait-ce qu'une fois, hélas, ne serait-ce qu'un instant fugace, les mains sales, les ongles pleins de crasse, aurais-je su toucher la grâce, ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse, comme on pousse une vieille carcasse, aurais-je su toucher la grâce, aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, aurais-je sans l'avoir cherché parlé d'eux en
parlant de moi. Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment. Ne serait-ce que de guerre lasse, sans ne plus y croire des masses, tabassé par la vie qui tabasse. Aurais-je su fondre la glace, trouver une voie dans les congères, jusqu'au cœur de mes congénères, avant que je tombe en disgrâce. Aurais-je effleuré cette grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans l'avoir cherché parlé d'eux en parlant de moi? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché, trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment, qu'on a tous indifféremment. Flâneur au fil du temps qui passe, rêveur en pile, distrait en face. Si je cède un peu à l'insouciance, c'est qu'on est heureux, souvent je pense. Par inadvertance. Par inadvertance. Au jour le jour, au gré du vent, aveugle et sourd, au mieux disant. Si j'attends mon tour sans impatience, c'est qu'on croise l'amour, au fond je pense. Par inadvertance. Par inadvertance. Au bonheur la chance, au malheur parfois, dansant une danse dont j'ignore les pas, prenant l'existence telle qu'on me l'envoie. Tu vois,
cœur aussi, dansant une danse dont j'ignore le prix, prenant l'existence telle qu'on me l'envie, parmi tant d'autres, une vie. Flâneur au fil du temps qui passe, rêveur en pile, distrait en face, d'humeur vagabonde depuis l'enfance, d'être venu au monde, sûrement je pense, par inadvertance. Par inadvertance. My Music by Cocteau devient votre moment de découverte musique. Parlez-en autour de vous, partagez ces moments, faites-le savoir. Vos réactions, vos commentaires, vos idées d'invités sont les bienvenus. On garde la connexion et abonnez-vous sur les réseaux sociaux Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, X, My Music by Cocteau, Agence MMC ou Hervé Cocteau. À très bye pour la découverte d'un nouveau talent. Salut, ciao. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain.